Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour cette cérémonie d'ouverture de la vague. Alors, bon, on va commencer par le début, c'est-à-dire les origines, le point de départ de la vague. Donc, pourquoi la vague? Alors, déjà, moi je m'appelle... bon, déjà une courte présentation de qui nous sommes. Donc, moi je m'appelle Ariane, j'ai 20 ans, je suis en troisième année de lettres modernes. Et donc mon coéquipier s'appelle donc Rodolphe, qui a aussi 20 ans et aussi en lettres modernes. Alors voilà, nous, le, on peut penser que les origines de la vague, ça a quelque chose peut-être d'un peu égoïste parce que au final, voilà, nous, on répond finalement à nos propres besoins en créant la vague. Voilà. Donc en ce sens-là, on veut dire que c'est un côté un peu égoïste. Ah, ça va pas du tout. Voilà, alors, nous on écrit, voilà. Dans ce sentiment des... au secours. Et donc dans l'écriture, voilà, on éprouve un sentiment de solitude, voilà, on pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. On pense que quand on écrit, c'est fait pour être... qu'écrire, ce qui est écrit doit être partagé. Et voilà, et nous, on se sent enfermé en fait, on se sentait pas vraiment ouvert sur le monde, et que ce soit d'un point de vue du partage, tant du partage d'idées que du partage de création. Voilà, on avait un désir, une volonté de partager d'un point de vue artistique et intellectuel ce qu'on pense, ce qu'on fait, etc. Voilà, on manque de rencontres riches, de rencontres passionnantes, d'ouverture sur le monde et sur les autres. Euh, et cette envie de partager ce qu'on est, ce qu'on pense, c'est pas, c'est voilà, c'est d'un point de vue, c'est intellectuel, mais c'est aussi, on se sent seul aussi dans l'action. C'est-à-dire que voilà, on a une volonté d'action. Comment faire vivre concrètement cette volonté? Comment comment s'engager dans quoi? S'engager dans quelque chose qui respecte notre état d'esprit, notre notre façon de penser, etc. Voilà, une volonté de briser la monotonie quotidienne, une volonté de créer avec d'autres, d'agir. Comment changer le monde, voilà. Et c'est pour ça qu'on a créé la vague, c'est parce qu'on avait envie de partager ce qu'on fait, et de réunir des gens et d'agir, voilà, pour d'agir concrètement, de bref, ça serait un point à développer. Voilà, ensuite, l'âme du café. Alors, on est parti de ce constat, c'est que ça va pas du tout. Euh, voilà, alors, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, on pensait peut-être qu'en rentrant à la fac, on trouverait un peu un écho à ce que à ce qui nous manque finalement, à ce qui nous manquait, c'est-à-dire trouver des rencontres, faire des rencontres, qu'il y ait un bouillonnement, vous voyez, une passion dans les cours, dans un, voilà, un bouillonnement intellectuel, un dynamisme intellectuel. Et voilà, finalement, on s'est aperçu que c'était pas du tout le cas. C'est sans doute propre, quelque chose de propre à la filière lettres modernes. Mais voilà, on a été finalement assez déçus de se rendre compte que les lettres modernes n'étaient pas ce que l'on pensait être. Et voilà, donc finalement, c'est dommage parce que où est-ce qu'il reste des lieux où les gens se retrouvent pour penser, pour réfléchir? Voilà, à part l'université, quelque chose de libre, hein, que ce soit pas des groupes, des groupes fermés. Voilà, alors il reste quoi? Il reste le café. Voilà, les cafés. Alors on est parti de ce constat.
c'est que les cafés tels qu'ils existaient du 18e au 20e siècle n'existent plus. Donc voilà, le phénomène culturel du café, c'est quelque chose qui a envahi la France et l'Europe déjà au XVIIIe siècle avec les salons qui étaient organisés déjà par les femmes et par les intellectuels. Bon, les salons c'était plus réservé aux femmes, plus tenus par des femmes, et les cafés plus par des hommes. Et, euh, et voilà, et qu'est-ce qu'on faisait là dans ces cafés? Donc on montrait son art finalement, on montrait ce qu'on faisait d'un point de vue artistique. Et on débattait aussi sur les grandes choses du temps. Et voilà, c'est une culture qui s'est prolongée au 19e et au début du 20e siècle, donc avec les cafés, euh, où se réunissent donc les intellectuels. Euh, alors voilà, et donc aujourd'hui, ça a disparu complètement. Il n'y a pas un café où on peut rentrer comme ça et se dire qu'il y aura des gens qui seront en train de discuter, qui seront en train de faire avancer le monde finalement et de partager ce qu'ils font, ce qu'ils sont tout simplement à des lustres inconnus. Et c'est quelque chose qui est un problème. C'est voilà. Euh, Voilà, donc je voudrais citer un passage d'un livre qui s'appelle Refuge de Léon-Paul Fargue. Léon-Paul Fargue. Et bref. Donc voilà, alors. Mais où sont encore ces lieux divins, dans cette migraine indigo de l'Europe? Nous eûmes pour combler nos angoisses de jeunesse des endroits dont le nom frémit encore à la surface de la mémoire, depuis la taverne du Clou jusqu'à la Rotonde. C'est là une partie de l'histoire de France. Que d'idées générales ont triomphé de la barbarie philistine entre ces colonnes verdâtres. Que de poèmes, et parmi les plus grands, y ont pris leur source et y ont fusé comme des geysers de quelques centines. Mais où aller de nos jours? L'inquiétude de l'homme de lettres fouille en vain les arrondissements et n'y retrouve guère de refuge. Aucun endroit ne fait encore réentendre le murmure d'énergie et de passion qui est propre aux lieux classiques. Je mets en effet à part des forteresses comme la buvette du Palais, les cafés du Châtelet, le Mazarin, le petit coin de Maxims où allaient autrefois les Français de la vieille France, hommes de course, de chasse et d'alcôve, gentilshommes de gauche ou de droite, qui ne vivaient que par la personne auguste et le muscle entretenu. Ô endroit, que n'êtes-vous maintenant plus nombreux et moins tristes pour laisser à la troupe des amis le ravissement de vous découvrir. Qu'un poil brille au milieu des salles courtes et pimpantes, que des visages rougeoient de satisfaction intérieure. Qu'on soit là, comme en rêve, à se resserrer dans le malheur, affable, bienveillant, généreux, des amis. Voilà, donc c'est vrai que cet état d'esprit, il n'existe plus, il a disparu, on ne sait trop pourquoi, on ne sait trop où. Donc voilà, maintenant, voilà, où aller? C'est ce que demande Léon-Paul Fargue, où aller? Et c'est peut-être pour ça qu'on crée la vague, c'est pour retrouver cet état d'esprit, ce partage, ces débats et ces rencontres. Voilà. Des rencontres qu'on voudrait vraies. Euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une rencontre? Euh, voilà. Et quels endroits, quels sont une rencontre? Voilà, souvent c'est superficiel, c'est dans quel lieu est-ce qu'on rencontre des gens? Voilà. Quels lieux sont propices à rencontrer des personnes? Curieusement, je pense pas que la fac soit le meilleur endroit pour rencontrer véritablement des gens. Et voilà, donc on voudrait que les gens puissent partager le meilleur d'eux-mêmes, savoir ce qui fait leur singularité, connaître les personnes artistiquement, spirituellement, humainement. Par leur singularité, ils éclairent les enjeux de notre temps. Voilà.
Et donc, euh, et donc j'aimerais citer une phrase d'Amélie Nothomb. Je sais que c'est peut-être mal vu de citer Amélie Nothomb, mais qu'importe. Donc voilà ce qu'elle dit dans Le Voyage d'hiver. Qu'est-ce qu'un rapport humain aujourd'hui? Il afflige par sa pauvreté. Quand on voit ce qu'on appelle à présent du beau nom de rencontre, on se désole. Rencontrer quelqu'un devrait constituer un événement. Cela devrait bouleverser autant qu'un ermite apercevant un anachorète à l'horizon de son désert après 40 jours de solitude. La vulgarité du nombre a accompli son œuvre. Une rencontre, ce n'est plus rien. On a des exemples paroxystiques. Proust rencontrant Joyce dans un taxi et, pendant cette entrevue unique, ne parlant que du prix de la course. Tout se passe comme si plus personne ne croyait aux rencontres, en cette possibilité sublime de connaître quelqu'un. Voilà. Donc ensuite, voilà, on voudrait donc organiser des rencontres donc où les gens puissent partager ce qu'ils font, quel que soit le domaine, que ce soit de, de l'écriture, du cinéma, du dessin, de la photo, etc. Et permettre aussi de s'exprimer librement, de partager leurs idées, de témoigner aussi, de partager un témoignage peut-être qui sort des sentiers battus. Et en ce sens-là, ils éclairent en quoi ces gens-là peuvent éclairer le monde et nous apporter quelque chose par leur regard. Voilà, donc c'est donc la première chose qu'on voudrait faire. Que les gens sortent de leur, euh, de leur monde et viennent nous le partager. Ensuite, voilà, on, on s'est dit que parler, tout ça, c'était bien, mais que on voulait aussi des actes, finalement. Que, voilà, écrire, c'est très bien, mais le prolongement, pour nous, c'est l'action. Et voilà, donc, dans un troisième temps, troisième partie que j'ai appelée l'art au service de l'enchantement du monde. Donc aujourd'hui, voilà, quelle place a l'art aujourd'hui? Quel rapport les gens entretiennent avec l'art? Donc voilà, on dit l'art comme ça semble très désincarné de tout finalement. Et nous, on pense que l'art, ça doit s'insinuer dans la vie quotidienne des gens. On pense que voilà, ça doit pouvoir habiter la routine finalement, ce qu'il y a de moins insolite justement pour faire que cette routine devienne quelque chose de beau, d'intéressant et nous porte à une réflexion sur le monde ou sur la vie. Voilà, donc les mots doivent se faire chair, s'incarner dans l'action. C'est pour ça qu'on a eu cette idée aussi de faire des happenings. Voilà. Alors, tout d'abord, il faut savoir que les happenings, donc ça signifie en anglais ce qui est en train d'arriver, ce qui va arriver. C'est quoi un happening? C'est une performance qui se fait, une performance artistique, où les gens peuvent participer. Donc ça engage la participation du spectateur. Voilà. Donc nos happenings ne sont pas un divertissement. Enfin, ne seront pas un divertissement. C'est-à-dire que voilà, il ne s'agit pas de faire un spectacle comme ça pour rien. Voilà. Euh, on vise déjà voilà, la beauté, une beauté esthétique, euh, quelque chose de magique. Voilà, on veut faire quelque chose qui attire l'œil d'une part et qui puisse émouvoir les personnes, euh, qui puisse d'une part les toucher. Dans ce sens-là, voilà, ça appuie l'idée de magie, d'enchantement, mais aussi et surtout
les mener peut-être à réfléchir, enfin les mener à réfléchir. Alors voilà, il ne s'agit pas seulement de faire de l'art pour l'art. On n'est pas parnassien encore, pas encore, mais voilà, il faut aussi qu'il y ait un engagement social et politique. Voilà, une communion. On cherche la communion entre les êtres, mais aussi que nos happenings, enfin voilà, nos tableaux humains puissent être les témoins soient aussi des passeurs d'idées, voilà, doivent mener une réflexion sur la vie et sur le monde dans lequel on vit. Voilà, alors je voudrais lire un passage d'un texte que j'ai écrit. Voilà, alors, je crois qu'il est temps de donner une nouvelle jeunesse à l'art. L'art n'est plus au musée, il est à la rue, il est à la vie dans ce qu'elle a de moins insolite. Que des noms comme Fluxus, Dada, Capro, Cage, Tsara et Breton retrouvent leur force dans le paysage urbain. Que l'on cesse de considérer l'art comme quelque chose d'ennuyeux, d'abscon, de dépassé, et que l'on cesse de croire que son âge d'or appartient au passé. Ce n'est pas dans les musées que l'on conquérera l'âme humaine et la communion des individus. Ce n'est pas non plus, je le crains, en écrivant des livres ou en réalisant des films. La musique me semble un peu plus efficace que ses confrères pour accomplir cette mission essentielle. Je crois que c'est en unifiant toutes ces formes de communication et en les mettant à profit au cœur même des lieux de vie des êtres humains que l'on pourra redonner un souffle à l'art. C'est en fondant entre l'art et la vie que l'on sensibilisera le plus profondément les personnes, que les gens comprennent que le sens de l'art, en tout cas tel que moi je l'entends, n'est pas une idée abstraite et peut au contraire avoir un impact sur les plus insignifiants moments de la vie, que l'on comprenne que l'art est spiritualité, recherche de soi-même, dépassement intérieur et sublimation de notre condition de mortel, que de se retrouver au milieu d'une foule, dans un ballet géant, avec des violoncellistes jouant du Kostakovitch et des personnes dégustant du thé sur une table géante peut avoir le goût de la volupté et de la transcendance. Et c'est à partir de là que l'action prend tout son sens. Voilà. Donc voilà, dans cette même optique, on a pensé aussi à Socrate et à sa maïotique. On voudrait mettre en place on voudrait filmer les gens dans la rue et les interroger donc sur les grandes questions de l'existence. Et ça, voilà, ça peut être l'objet d'un travail très intéressant. Et voilà, on voudrait aussi faire des lectures publiques, que les gens puissent parler comme ça librement dans, dehors, dans la rue. Et aussi, voilà, bien sûr, créer ensemble, donc avec les personnes qui seront adhérentes, voilà, créer un journal, une pièce de théâtre, tout ce qui est imaginable, et tout ça dans un même but, réveiller les gens et leur faire prendre conscience du monde dans lequel ils vivent et peut-être aussi de leur soumission à des choses qui sont tout simplement intolérables. Voilà. Alors, voilà, en conclusion, voilà, je pense qu'on arrive à une époque où on peut plus faire semblant de vivre. Euh, Là, c'est la partie que j'ai le moins travaillé. Voilà, il nous faut revenir à l'essentiel et voilà et pouvoir s'engager, donner le meilleur de soi-même dans quelque chose, ne pas rester seul dans son coin à écrire ou à faire ce qu'on fait. Voilà, regrouper, mettre en réunion des gens qui ont une énergie, qui ont une intelligence, qui ont du potentiel et qui veulent changer ce monde, qui veulent agir pour, euh, pour un monde meilleur finalement. Et dit comme ça paraît bête, mais finalement, c'est vrai que c'est curieux qu'il n'y ait pas plus de personnes qui aient cette volonté qui est de faire bouger les choses et, et, et de réenchanter la vie et la transformer finalement.
Donc voilà, pour nous, cet enchantement, se vivre pleinement, il passe par l'art, il passe par les idées, il passe par l'action. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on crée la vague aujourd'hui. Euh, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire du haut de nos 20 ans. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment se donner à fond dedans. Voilà. Euh, alors ensuite, bon, très concrètement, par quoi ça passe? Donc, on s'est dit que, donc on a déjà parlé des rencontres, voilà. On a pensé, voilà, à faire déjà donner un thème par mois. Donc le premier thème, ce serait quelque chose qui a un rapport avec l'eau, avec la vague, avec l'océan, avec la mer, quelque chose de maritime donc. Et donc voilà, on voudrait faire un concours. Un concours tous les... Oui. Non, un thème tous les 6 mois plutôt. Non, pardon, excusez-moi, toutes les 6 semaines, parce qu'un mois c'est peut-être un peu court. Et donc il y a un concours dans plusieurs disciplines. Un concours dans l'écriture, dans le cinématographiquement, plastiquement, ou que ce soit des photos, tout ça. Voilà. Donc un concours, un thème de concours pour chaque discipline. Enfin, un non, enfin bref. Plusieurs concours sur un même thème. Et, euh, et donc voilà, qu'il y a un rendez-vous par semaine. Voilà, on pense que c'est peut-être bien. Donc première semaine, on pourrait déjà faire une rencontre, que les gens viennent se présenter, viennent parler d'eux. Après, voilà, on sait pas trop encore comment ça va se passer concrètement. Peut-être réserver un jour au happening pour préparer déjà que les gens partagent leurs idées de happening et pour ensuite les réaliser, bien sûr. Et voilà, et organiser aussi voilà, des conférences, que des gens qui sont engagés dans quelque chose, que ce soit d'un point de vue artistique ou humain, puissent venir témoigner de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont fait. Et, euh, et voilà. Donc dans un premier temps, voilà, et aussi laisser une place pour la maïotique, pour des tas de choses en fait. Et bon là, il va falloir mettre au clair ce qu'on veut faire, parce que ça va pas du tout. Voilà. Alors, voilà. J'aimerais conclure avec cette très belle phrase de Jack Kerouac dans Sur la route, que tout le monde connaît, que tout le monde a dû lire sûrement. Ils ont foncé dans la rue tous les deux, tout ce qui les entourait les beautés, façon première manière, qui est devenue depuis bien plus triste et plus lucide aussi. Mais à l'époque, ils dansaient dans la rue comme des ludions, et moi je traînais la patte derrière eux, comme je l'ai toujours fait quand les gens m'intéressent, parce que les seuls qui m'intéressent sont les furieux de la vie, les furieux du verbe, qui veulent tout à la fois, ceux qui ne bâillent jamais, qui sont incapables de dire des banalités, mais qui flambent, qui flambent, qui flambent, jalonnant la nuit comme des cierges. On va refaire. Ceux qui ne bâillent jamais, qui sont incapables de dire des banalités, mais qui flambent, qui flambent, qui flambent, jalonnant la nuit comme des cierges à l'église.